Il existe un endroit dans le monde où le savoir humain vient mourir. Ce n'est pas un cimetière, ni une ruine fumante. C'est une chambre forte climatisée, aseptisée, située sous la bibliothèque Beinecke de l'université Yale aux États-Unis. Là, au milieu de millions de livres que nous pouvons lire, comprendre et classer, repose un objet qui défie notre réalité. Il porte la cote MS 408. Il est petit, discret, relié dans une peau de veau couleur crème qui a traversé les siècles. À première vue, il ne paie pas de mine. Mais dès que vous soulevez sa couverture, le monde rationnel s'effondre. Vous entrez dans le territoire du silence absolu. Ce que vous allez entendre est l'histoire de la plus grande énigme intellectuelle de tous les temps. Ce n'est pas une exagération. Depuis sa redécouverte, les cryptographes qui ont brisé les codes de la Seconde Guerre mondiale, les linguistes qui ont ressuscité des langues mortes depuis 3000 ans, les super-ordinateurs de la NSA et les intelligences artificielles les plus avancées du XXIe siècle se sont tous cassés les dents sur ce livre. Pas une phrase n'a été déchiffrée, pas un mot. Nous ne connaissons ni l'auteur, ni le titre, ni le sujet. Nous sommes face à un mur de verre infranchissable, derrière lequel s'agite un monde de plantes impossibles et de femmes nues baignant dans des fluides verts. Bienvenue dans l'histoire du manuscrit de Voynich. Préparez-vous à douter de tout ce que vous croyez savoir sur l'écriture. Tout commence par une journée d'hiver, ou peut-être de printemps, en 1912. Le monde est au bord de la rupture, la Grande Guerre approche, mais dans les collines paisibles de Frascati, près de Rome, le temps semble s'être figé. Wilfried Voynich est là. C'est un personnage qui mérite à lui seul un roman. Révolutionnaire polonais, ancien prisonnier des geôles tsaristes en Sibérie, évadé spectaculaire, il s'est reconverti dans le commerce de livres anciens à Londres. Voynich n'est pas un simple libraire, c'est un chasseur. Il a le flair pour dénicher ce que l'histoire a voulu cacher. Il se trouve à la Villa Mondragone, un immense palais transformé en collège jésuite. Les jésuites ont un problème. Ils manquent d'argent pour restaurer la villa. Ils ont décidé de vendre discrètement, très discrètement, une partie de leur bibliothèque ancienne. Ils ne veulent pas que le Vatican ou l'État italien l'apprennent. Voynich est l'homme de la situation. On emmène dans une pièce poussiéreuse, on ouvre des coffres en bois qui n'ont probablement pas vu la lumière du jour depuis un siècle. Wilfried Voynich fouille. Il écarte des missels, des traités de théologie poussiéreux. Et soudain, sa main s'arrête sur un petit volume in-quarto. Il est léger, la couverture est vierge. Pas de titre doré, pas de nom d'auteur estampé. Rien. C'est un objet muet. Voynich l'ouvre, et à cet instant précis, son cœur de bibliophile a dû rater un battement. Ce qu'il voit n'a aucun sens. Le texte court de gauche à droite avec une régularité calligraphique parfaite. Ce sont des lettres courbes, fluides, élégantes. On dirait un mélange de latin, de chiffres arabes et de symboles alchimiques inconnus. Il y a des caractères qui ressemblent à des potences, d'autres à des 8, d'autres à des 4. Mais ce n'est ni du latin, ni du grec, ni de l'allemand, ni de l'arabe. C'est une langue qui n'existe pas. Et pourtant, elle a l'air vivante. Elle a un rythme. Les mots se séparent, reviennent, s'organisent en paragraphes soignés. Mais le plus grand choc, ce sont les images. Les pages sont couvertes de dessins à l'encre colorée, vert, brun, jaune, bleu, un peu de rouge. À première vue, on pense à un herbier médiéval classique. Vous savez, ces livres de botanique utilisés par les médecins pour identifier les plantes médicinales. Sauf qu'en y regardant de plus près, Voynich réalise que quelque chose cloche terriblement. Cette plante-là, avec ses feuilles dentelées et sa racine en forme de griffe, elle n'existe pas. Et celle-ci, avec une fleur bleue qui semble se replier sur elle-même comme un origami organique, inconnue au bataillon. L'auteur n'a pas dessiné la nature, il a inventé une flore. Il a créé des chimères végétales, greffant des racines de carottes sur des tiges de tournesol et des fleurs de nénuphar.
C'est un jardin extraterrestre. Voynich tourne les pages, de plus en plus fébrile. Il tombe sur des diagrammes astronomiques, des zodiaques, des soleils, des lunes, et puis des pages qui défient la décence et la logique de l'époque. Des dizaines, des centaines de petites femmes nues. Elles ont des ventres rebondis, des hanches larges, une peau pâle. Elles ne sont pas sexualisées, elles sont fonctionnelles. Elles baignent dans des bassins remplis d'un liquide vert, reliés entre eux par un réseau complexe de tuyaux, de tubes et de conduits qui ressemblent parfois à des organes internes, parfois à de la plomberie industrielle. On dirait une usine biologique. Wilfried Voynich sait qu'il tient une bombe. Il achète le lot, il emporte le livre. Il passera le reste de sa vie, jusqu'à son dernier souffle en 1930, à essayer de le lire. Il enverra des copies aux plus grands savants, persuadés qu'il s'agit d'une œuvre de Roger Bacon, le célèbre moine et savant du XIIIe siècle. Il mourra sans avoir compris un seul mot, léguant au monde son nom et son obsession. Mais pour comprendre la folie de ce livre, il faut arrêter de le regarder comme un objet magique et commencer par l'analyser comme une scène de crime. Prenons les preuves matérielles. Pendant des décennies, on a spéculé sur l'âge du manuscrit. Était-ce un faux, fabriqué par Voynich lui-même pour arnaquer des riches collectionneurs? Était-ce une œuvre de la Renaissance, du Moyen Âge? En 2009, l'Université d'Arizona a mis fin à une partie du débat. On prélevait 4 petits échantillons du vélin, la peau sur laquelle le livre est écrit, pour une datation au carbone 14. Le verdict est tombé, implacable. Le vélin date d'entre 1404 et 1438, le début du XVe siècle. C'est une certitude scientifique à 95%. Cela élimine d'un coup des dizaines de théories. Ce n'est pas un faux du XXe siècle, ce n'est pas un faux du XIXe. La matière première, la peau des bêtes, a bien été préparée il y a 600 ans. Bien sûr, un sceptique pourrait dire « Peut-être que quelqu'un a trouvé un stock de vieux parchemins vierges 100 ans plus tard et a écrit dessus. » C'est possible. Mais l'analyse des encres et des pigments, réalisée par l'Institut McCrone à Chicago, raconte une histoire similaire. Les encres sont à base de noix de Galles et de fer. Les pigments utilisent de la malachite broyée pour le vert, de l'azurite pour le bleu. Pas de produits chimiques modernes. Pas de traces de synthèse. Tout est cohérent avec une production médiévale ou début Renaissance. Donc, nous avons le corps du délit. Un livre authentiquement vieux. Mais qui l'a écrit? Et pourquoi? Pour le savoir, il faut remonter la piste de sa provenance. Quand Voynich achète le livre, il trouve à l'intérieur une lettre, un document glissé dans la reliure, daté de Prague, 1665 ou 1666 selon les lectures. Cette lettre est la clé de voûte de toute l'histoire ancienne du manuscrit. Elle est écrite par Johannes Marcus Marci, recteur de l'université de Prague et médecin impérial, et elle est adressée à Athanasius Kircher. Arrêtons-nous un instant sur Kircher. Si vous viviez au XVIIe siècle et que vous aviez un mystère insoluble, vous écriviez à Kircher. C'était le Google de l'époque. Un jésuite basé à Rome, un génie universel qui s'intéressait aux volcans, à la Chine, à l'Égypte, à la musique, à la médecine. Il prétendait avoir déchiffré les hiéroglyphes. Il se trompait, mais avec panache. Marci lui envoie ce livre étrange en lui disant en substance « Mon cher Athanasius, je t'envoie ce livre que j'ai hérité d'un ami alchimiste. Personne ne peut le lire. Tu es le seul esprit capable de percer ce secret. » Mais la lettre contient une information bien plus explosive. Marci écrit qu'une rumeur persistante à la cour affirme que l'empereur Rudolf II a acheté ce livre pour la somme astronomique de 600 ducats d'or. 600 ducats. Pour vous donner une idée, à l'époque, c'est une fortune colossale. C'est le prix d'un domaine, d'une petite fortune. Pourquoi un empereur paierait-il autant pour un livre qu'il ne peut pas lire ? C'est ici que nous plongeons dans l'atmosphère brumeuse et dorée de Prague,
à la fin du XVIe siècle. La cour de Rudolf II de Habsbourg est l'endroit le plus fascinant d'Europe. Rudolf est un empereur mélancolique, dépressif, obsédé par l'occulte. Il déteste la politique, il déteste la guerre. Il s'enferme dans son château sur la colline de Ratchani, entouré de sa Kunstkammer, son cabinet de curiosités. Il collectionne tout, des automates, des horloges, des cornes de licorne, en réalité des dents de narval, des mandragores et des livres interdits. Sa cour devient le refuge de tous les alchimistes, astrologues, mages et charlatans du continent. Si vous prétendez pouvoir changer le plomb en or ou parler aux anges, Rudolf vous donne une pension et un laboratoire. Dans cette cour, deux hommes se distinguent, deux Anglais, John Dee et Edward Cayley. John Dee est une légende. Mathématicien brillant, astronome, il a été le conseiller personnel de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Il a sans doute la plus grande bibliothèque privée d'Angleterre. C'est un homme de science, mais une science qui, à l'époque, ne trace pas de frontières avec la magie. Dee veut comprendre les rouages ultimes de l'univers, et pour ça, il pense que les mathématiques ne suffisent pas. Il veut parler directement à la source, aux anges. Mais Dee n'est pas médium. Il a besoin d'un scryeur, un voyant, un intermédiaire pour regarder dans la boule de cristal. C'est là qu'entre en scène Edward Cayley. Cayley est l'opposé de Dee. C'est un voyou, un aventurier, un homme trouble. En Angleterre, il a eu les oreilles coupées pour contrefaçon de documents, un détail qu'il cache sous une calotte noire qu'il ne quitte jamais. Cayley prétend voir les anges. Ensemble, le vieux savant et le jeune médium voyagent à travers l'Europe et atterrissent à Prague, cherchant les faveurs de l'empereur Rudolf. La théorie la plus séduisante, celle qui a tenu pendant des décennies, est la suivante. John Dee et Edward Cayley auraient vendu le manuscrit à l'empereur. Pourquoi ? Pour l'argent. Ils avaient besoin de fonds. Rudolf croyait que le livre était l'œuvre de Roger Bacon. Bacon, le docteur mirabilis du XIIIe siècle, avait une réputation mythique. On disait qu'il avait découvert la pierre philosophale, l'élixir de longue vie. Un livre codé de Roger Bacon vaudrait bien 600 ducats pour un empereur terrifié par la mort. Mais si c'est Dee et Cayley qui l'ont vendu, l'ont-ils trouvé ou l'ont-ils fabriqué ? C'est l'hypothèse du canular élisabétain. Edward Cayley, le faussaire aux oreilles coupées, aurait-il créé le manuscrit de Voynich de toutes pièces pour escroquer l'empereur ? C'est tout à fait son style. Il aurait pu inventer une écriture, dessiner des plantes bizarres pour faire mystérieux, remplir des pages charabia et présenter le tout comme un trésor perdu de l'Antiquité. Cayley prétendait déjà recevoir un langage des anges, l'Énochien, qui possède son propre alphabet. Il avait l'imagination et le talent technique pour le faire. Cependant, il y a un problème majeur avec cette théorie, un problème qui nous ramène à la structure même du texte. Si vous essayez d'inventer une fausse langue, là, tout de suite, sur un bout de papier, vous allez vite vous heurter à une limite cognitive. Votre cerveau n'est pas un générateur aléatoire. Très vite, vous allez répéter les mêmes motifs, vous allez bégayer, ou alors vous allez faire n'importe quoi, et ça se verra. Le chaos a une signature mathématique. L'ordre a une signature mathématique. Or, quand on analyse le manuscrit de Voynich avec des méthodes statistiques modernes, on ne trouve pas le chaos d'un faussaire pressé. On trouve une structure d'une complexité effrayante. Le texte respecte ce qu'on appelle la loi de Zipf. La loi de Zipf est une règle universelle qui s'applique à toutes les langues humaines naturelles. Elle stipule que le mot le plus fréquent d'une langue apparaît 2 fois plus souvent que le deuxième plus fréquent, 3 fois plus souvent que le troisième, et ainsi de suite. C'est une courbe mathématique précise. L'anglais suit la loi de Zipf, le français aussi, le chinois aussi. Même des langues anciennes comme le latin. Pour qu'un faussaire du XVIe siècle comme Cayley respecte la loi de Zipf, il aurait fallu qu'il comprenne des principes de linguistique statistique qui ne seraient découverts que dans les années 1940 à Harvard. C'est comme si un peintre de la Renaissance avait dessiné l'ADN dans une fresque. C'est un anachronisme intellectuel. De plus,
L'analyse graphologique montre que le scribe, ou les scribes, écrivaient avec une fluidité déconcertante. Il n'y a pas d'hésitation, pas de rature, pas de correction. L'encre coule. Les symboles s'enchaînent comme si la personne écrivait sa langue maternelle ou comme si elle copiait un texte qu'elle avait sous les yeux. Essayez d'inventer des symboles pendant 3 heures sans vous arrêter. Votre main va trembler, vous allez ralentir. Ici, la main vole. Cela nous pousse vers une conclusion troublante. Ce n'est pas du gribouillage, c'est un système. Entrons maintenant dans le livre lui-même. Ouvrons-le virtuellement et parcourons ses sections, car la folie est dans les détails. Les chercheurs ont divisé le manuscrit en 6 parties distinctes, basées sur les illustrations, puisque le texte reste muet. La première section, la plus longue, est l'herbier. 112 pages de plantes. Normalement, un herbier sert à identifier. Ici, c'est l'inverse. Les plantes semblent conçues pour confondre. Les racines ne correspondent pas aux tiges. Certains botanistes ont cru reconnaître une pensée sauvage ici, un lys là, mais il y a toujours un détail qui ne colle pas. C'est comme si l'artiste avait dessiné de mémoire après avoir vu ces plantes dans un rêve, ou comme s'il avait délibérément mélangé les espèces pour créer des hybrides symboliques. La deuxième section est l'astronomie. Des diagrammes circulaires, des étoiles, des lunes. On reconnaît les signes du zodiaque, le poisson, le taureau, le sagittaire. Mais pourquoi le zodiaque est-il entouré de femmes nues qui sortent de tonneaux ou tiennent des étoiles au bout de ficelles? Pourquoi les cartes du ciel ne correspondent-elles à aucune constellation connue vue depuis la Terre? S'agit-il d'un horoscope, d'une carte pour naviguer, ou d'une cosmologie théologique totalement étrangère au christianisme? La troisième section est sans doute la plus célèbre et la plus bizarroïde, la biologie ou balnéologie. Des pages entières montrant ces femmes nues dans des piscines vertes, interconnectées par des tuyaux. Les interprétations sont légion. Certains disent que c'est une représentation allégorique de la reproduction humaine. D'autres disent que c'est un traité sur les eaux thermales et leurs vertus curatives. D'autres encore, plus audacieux, y voient une représentation microscopique de cellules et de tissus vivants. Ce qui serait impossible pour le XVe siècle, à moins que l'auteur n'ait eu accès à des lentilles optiques très avancées, bien avant leur invention officielle. La quatrième section est la cosmologie. Des rosaces complexes, des dépliants gigantesques. Le plus célèbre est un dépliant à 6 volets, le Rosette Folio. Il montre 9 médaillons reliés par des chemins, avec au centre une structure complexe. On dirait une carte ou un plan de forteresse. Dans les coins, on distingue des châteaux, des murs. C'est d'ailleurs un de ces châteaux qui a donné un indice crucial. Les remparts ont des créneaux en forme de queue d'aronde, en forme de V. C'est un détail architectural très spécifique. On ne trouvait ce style que dans le nord de l'Italie, en Vénétie ou en Lombardie, au début du XVe siècle. C'est le seul ancrage géographique solide que nous ayons. Le livre vient probablement d'Italie du Nord. Cela colle avec l'origine du vélin. La 5e section est la pharmacologie. Des dessins de bocaux, de fioles, de racines coupées, des listes de plantes médicinales, probablement des recettes, des potions, des onguents. Mais pour soigner quoi? La peste? La possession démoniaque? La mélancolie? La dernière section, enfin, est constituée de paragraphes de texte pur, séparés par des petites étoiles dans la marge. On l'appelle les recettes. C'est le plus dense, le plus impénétrable. Face à ce contenu, les théories se sont multipliées comme des virus. Dans les années 1920, William Newbold, un professeur respecté de l'Université de Pennsylvanie, a annoncé qu'il avait craqué le code. Selon lui, les lettres étaient en fait des assemblages de signes microscopiques issus de la sténographie grecque antique. Il affirmait que le livre prouvait que Roger Bacon avait inventé le microscope et le télescope des siècles avant Galilée, et qu'il avait vu la galaxie d'Andromède et la structure cellulaire.
Newbold était convaincu. Le monde était stupéfait. Puis, des experts ont regardé de plus près. Ils ont réalisé que les signes microscopiques étaient simplement des craquelures dans l'encre séchée. Newbold avait vu ce qu'il voulait voir. Il avait projeté son désir de découverte sur les fissures du temps. Sa théorie a été démolie, sa réputation anéantie. Il est mort peu après, brisé par le manuscrit. Ce fut la première victime académique du Voynich. Pendant la Seconde Guerre mondiale, William Friedman, l'homme qui allait fonder la NSA, le plus grand cryptologue américain de l'histoire, a rassemblé une équipe d'élite. Après avoir passé leur journée à casser les codes secrets japonais et allemands, ils passaient leurs soirées et leurs week-ends sur le Voynich. C'était leur Everest. Friedman a fini par admettre sa défaite. Il a conclu que le manuscrit n'était pas un chiffrement par substitution simple, où A égale balle B, B égale feu C. La structure était trop bizarre. Il pensait plutôt à une langue philosophique a priori, une langue artificielle construite logiquement pour classer le monde. Mais même lui n'a jamais pu le prouver. Nous voilà donc avec un livre qui a résisté aux plus grands esprits du XXe siècle. Mais nous sommes au XXIe siècle. Nous avons une arme qu'ils n'avaient pas, l'informatique de masse et l'intelligence artificielle. Récemment, des chercheurs ont utilisé des algorithmes de deep learning. Ils ont nourri la machine avec la Déclaration universelle des droits de l'homme dans 380 langues pour lui apprendre à reconnaître les signatures linguistiques. L'IA a recraché un résultat. La langue la plus proche statistiquement serait l'hébreu. Un hébreu codé, où les lettres auraient été mélangées, les voyelles supprimées. Une équipe a alors tenté de traduire la première phrase en utilisant cette hypothèse. Le résultat, elle a fait des recommandations aux prêtres, à l'homme de la maison, à moi et au peuple. Ça sonne bien, non? Ça fait mystérieux, un peu biblique. Les médias se sont emballés. L'IA a craqué le Voynich. Sauf que les vrais spécialistes de l'hébreu médiéval ont regardé la phrase et ont dit « c'est du grand n'importe quoi ». Grammaticalement, ça ne tient pas debout. C'est du force-fitting. L'ordinateur a tellement cherché une correspondance qu'il en a inventé une. L'IA a halluciné. Le manuscrit de Voynich a battu l'intelligence artificielle. Il reste invaincu. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile? Peut-être parce que nous posons la mauvaise question. Nous demandons « que dit le texte ?» Peut-être devrions-nous demander « que cache le texte ?» Il y a une hypothèse fascinante, la stéganographie. La stéganographie, c'est l'art de cacher un message à la vue de tous. Contrairement à la cryptographie qui brouille de messages, la stéganographie le dissimule dans une image ou un texte anodin. Imaginez que le texte bizarre, les plantes, les femmes nues, ne soit qu'un leurre, une distraction massive. Imaginez que le véritable message soit caché dans des détails minuscules. Peut-être dans la forme des boucles des lettres, peut-être dans le nombre de pétales des fleurs. Peut-être que si vous posez une grille avec des trous à des endroits précis sur la page, vous ne lisez que certaines lettres qui forment un message en latin ou en italien clair. Cette théorie est séduisante, parce qu'elle expliquerait pourquoi le texte, de surface, est si bizarre et répétitif. Il ne sert que de remplissage. C'est du bruit pour occuper l'œil, pendant que le signal passe inaperçu. Si c'est le cas, l'auteur est un génie de la manipulation psychologique. Il nous fait regarder sa main gauche qui agite des glyphes étranges, pendant que sa main droite cache la vérité. Ceci conclut notre première plongée dans l'abîme. Nous avons le livre, nous avons l'histoire, nous avons l'échec de la science. Mais le plus étrange reste à venir. Dans la suite, nous allons explorer les théories les plus folles. Le lien avec le Nouveau Monde et les Aztèques, l'hypothèse des femmes et de la gynécologie interdite. Et enfin, la possibilité terrifiante que le livre n'ait aucun sens, qu'il soit un piège mental, conçu pour rendre fou quiconque essaie de le lire. Restez concentrés, le mystère ne fait que s'épaissir. Nous plongeons maintenant au cœur des théories les plus déstabilisantes, là où la science se heurte à l'impossible. Si l'hypothèse de la stéganographie est le refuge des esprits rationnels qui cherchent un message caché, il existe une autre porte. Une porte que beaucoup d'historiens refusent d'ouvrir
parce qu'elle grince trop fort. Elle remet en cause la chronologie même de notre civilisation. Oubliez les codes un instant. Regardez les dessins. Oubliez que vous ne savez pas lire le texte et comportez-vous comme un enfant qui regarde des images. Que voyez-vous? Dans la section botanique, au milieu de ces plantes chimériques qui semblent sorties d'un cauchemar sous LSD, il y a des détails qui ne devraient pas être là. Des détails qui hurlent l'anachronisme. Deux chercheurs, Arthur Tucker et Rexford Talbert, botanistes et historiens de renom, ont passé des années à comparer les dessins du Voynich avec la flore mondiale. Ils n'ont pas cherché en Europe, ils ont cherché partout. Et ils ont trouvé des correspondances troublantes, non pas dans les Alpes, non pas en Italie, mais de l'autre côté de l'océan Atlantique. Regardez le folio 93 hier. On y voit une plante avec une fleur jaunâtre et un fruit vert sombre, gonflé. Pour un œil non averti, c'est une plante bizarre. Pour Tucker, cela ressemble furieusement à un capsicum, un piment. Regardez ailleurs. Une plante qui ressemble à s'y méprendre au violat bicolore, une autre qui évoque le tournesol. Voici le problème, et il est de taille. Le tournesol, le piment, certaines espèces d'agaves, ce sont des plantes du Nouveau Monde. Elles viennent des Amériques. Avant 1492, avant que Christophe Colomb ne plante son drapeau aux Bahamas, ces plantes n'existaient pas en Europe. Elles étaient inconnues. Or, souvenez-vous de la datation au carbone 14. Le vélin date de 1420. Il y a un fossé de 70 ans. Un fossé impossible. Si ces dessins représentent réellement des plantes américaines, nous sommes face à deux options. Et aucune n'est confortable. Première option, la datation est trompeuse. Le vélin est vieux, mais le livre a été dessiné bien plus tard, après Colomb, par quelqu'un qui a récupéré de vieilles peaux. C'est l'explication rassurante, mais les encres, le style, la calligraphie crient début du XVe siècle. Deuxième option, l'histoire est fausse. Quelqu'un a traversé l'Atlantique avant Colomb. Quelqu'un a vu ces plantes, quelqu'un les a ramenées ou en a ramené des croquis et les a consignés dans ce livre. Imaginez les implications. Cela signifierait que le manuscrit de Voynich est le journal de bord codé d'une expédition secrète précolombienne. Peut-être des marchands vénitiens audacieux, des moines irlandais suivant la légende de Saint Brendan, ou des survivants de colonies vikings tardives. Si c'est vrai, le code n'est pas là pour cacher de la magie, il est là pour protéger un secret commercial d'une valeur inestimable. Découvrir un nouveau continent, c'est découvrir de nouvelles routes, de nouvelles ressources. C'est un secret d'État. Vous n'écrivez pas en latin pour que le premier espion venu le lise. Vous inventez une langue pour que seul votre guilde puisse comprendre la route. Le Voynich serait alors le plus grand scoop géographique de l'histoire, étouffé par son propre cryptage. L'idée que ce livre contienne la preuve d'un contact transatlantique avant 1492 est vertigineuse. C'est l'Indiana Jones de la bibliophilie. Mais quittons les plantes pour plonger dans les eaux troubles de la section biologique. C'est sans doute la partie qui met le plus mal à l'aise, ces femmes, par centaines. Elles ne dansent pas, elles sont passives, immergées jusqu'à la taille ou les épaules dans cette eau verte, parfois bleue. Les bassins ont des formes étranges, certains ressemblent à des organes, d'autres à des fruits coupés en deux. Au Moyen-Âge, la nudité n'est pas anodine. Elle est biblique, ou elle est damnée, les pécheurs en enfer. Ici, elle semble clinique. Une théorie fascinante suggère que nous ne regardons pas des scènes extérieures, nous regardons des scènes intérieures. Ces bassins et ces tuyaux ne seraient pas de la plomberie. Ce serait une représentation allégorique du corps humain féminin. Les femmes ne seraient pas des femmes réelles, mais des âmes, ou des fœtus, ou des homoncules, baignant dans les humeurs corporelles. La médecine médiévale était obsédée par les humeurs, le sang, la lymphe, la bile. L'équilibre des humeurs déterminait la santé.
Si le manuscrit de Voynich est un traité médical, il traite spécifiquement de la santé des femmes, de la fertilité, de la grossesse et peut-être de l'avortement ou de la contraception. Pourquoi coder cela ? Parce que c'était un savoir dangereux. Au XVe siècle, la médecine est dominée par les hommes et par l'Église. Mais il existe un savoir parallèle. Celui des sages-femmes, des guérisseuses, des bonnes femmes, qui connaissent les herbes qui font venir les règles, les herbes qui nettoient le ventre. Ce savoir est toléré tant qu'il reste discret. Mais s'il est écrit, s'il est formalisé, il devient une hérésie. Il devient de la sorcellerie. L'auteur du manuscrit a peut-être voulu préserver une encyclopédie de gynécologie interdite. Les plantes bizarres seraient des illustrations codées de plantes abortives ou contraceptives réelles, comme le silphium ou l'ergot de seigle, déformées pour ne pas être reconnues par les inquisiteurs, mais identifiables par les initiés qui connaissent la clé visuelle. Ce livre serait alors un acte de résistance, une bibliothèque de survie pour les femmes, cachée sous les yeux des hommes de pouvoir, protégée par une langue impénétrable. Cette théorie expliquerait l'absence totale de symboles chrétiens. Pas de croix, pas de saint. Dans un monde où Dieu est partout, cette absence est un hurlement. C'est un livre païen ou naturaliste qui se fiche de la théologie pour se concentrer sur la mécanique de la vie. Mais pour accepter ces théories, il faut accepter que le livre a un sens. Et c'est là que le doute s'insinue, froid et coupant. Et si tout cela n'était qu'une illusion ? Revenons à la structure du texte. Nous avons parlé de la loi de Zipf, cette signature statistique qui fait croire à une vraie langue. Mais il y a des choses dans le voynichien qui ne collent pas avec une langue humaine. C'est trop répétitif, beaucoup trop. Dans aucune langue au monde, on ne trouve des phrases comme « aurore, aurore, aurore » ou des mots qui se répètent 3 ou 4 fois de suite sans raison apparente. Dans le Voynich, c'est fréquent. La faible entropie du texte est suspecte. Cela ressemble moins à une phrase narrative qu'à une incantation ou à une liste. C'est ici qu'entre en scène Gordon Rugg, un chercheur britannique à l'esprit acéré. Au début des années 2000, il s'est posé la question qui fâche. Est-il possible de fabriquer du voynichien sans savoir ce qu'on écrit ? Rugg a redécouvert une technique de cryptage de la Renaissance, la grille de Cardan. Imaginez une feuille de carton avec des trous découpés à des endroits stratégiques. Vous la posez sur un tableau rempli de syllabes préécrites. Vous copiez ce que vous voyez à travers les trous. Puis vous déplacez la grille et vous recommencez. Rugg a prouvé qu'avec une grille bien conçue et un tableau de préfixes, de racines et de suffixes comme co, ol et di, on peut générer des pages entières de texte qui ressemblent furieusement au voynichien. Plus fort encore, cette méthode reproduit naturellement la loi de Zipf. Elle crée des répétitions. Elle crée une structure qui a l'air grammaticale, mais qui est purement mécanique. Si Rugg a raison, le manuscrit de Voynich est le plus grand canular de tous les temps. Un livre vide, du bruit blanc habillé en littérature. Le mobile ? L'argent, toujours. Nous revenons à John Dee, Edward Kelley, ou un autre escroc de génie vendant ce livre à l'empereur Rudolf II. Imaginez le culot. Vendre un livre qui ne veut rien dire à l'homme le plus puissant du monde. Si l'empereur demande « Pourquoi je ne comprends pas ?», vous répondez « Parce que c'est la langue des anges, Majesté. Il faut jeûner et prier pour comprendre. » C'est l'arnaque parfaite. Vous vendez du mystère au prix de l'or. Cette théorie du canular est la plus détestée par la communauté des chercheurs. Pourquoi ? Parce qu'elle est déprimante. Elle signifie que nous avons passé un siècle à chercher un sens là où il n'y en a pas. Elle signifie que Wilfried Voynich, William Friedman et tous les autres ont gaspillé leur vie sur une blague vieille de 600 ans. Mais elle a une faille. La complexité. Le manuscrit ne se contente pas d'aligner des mots, il y a des variations subtiles. Dans les années 1970, le capitaine Prescott Currier,
un cryptographe de la marine américaine, a fait une découverte capitale. En analysant l'écriture à la loupe, il a prouvé que le manuscrit n'a pas été écrit par une seule personne. Il y a deux mains, main A et main B. Deux écritures très proches, mais distinctes. La main A est plus anguleuse, plus tendue. La main B est plus ronde, plus relâchée. Et ce n'est pas tout. Le dialecte change. La main A utilise certains mots que la main B n'utilise jamais, et vice-versa. C'est un coup dur pour la théorie du canular simple. Si vous êtes un escroc essayant de fabriquer un faux rapidement pour prendre l'argent, pourquoi vous y mettre à deux? Pourquoi développer deux dialectes statistiques différents d'une langue qui n'existe pas? L'existence de deux scribes suggère une organisation, un scriptorium. Cela suggère que le voynitien n'était pas la mention d'un fou solitaire, mais une convention partagée par au moins deux personnes. S'ils étaient deux, ils pouvaient être 10. C'était peut-être une secte, une société secrète. Et si c'est une société secrète, de qui se cachait-il? L'époque nous donne une piste sanglante, l'Inquisition. Nous sommes au début du XVe siècle. L'Église chasse les hérétiques. Les cathares ont été anéantis, mais leurs idées survivent peut-être dans nombre. Les Hussites en Bohême se révoltent. Une théorie audacieuse relie le manuscrit aux cathares. Les cathares avaient un sacrement unique, le consolamentum. Ils croyaient que le monde matériel était l'œuvre du diable. Ils avaient une vision très particulière de la pureté. Certains voient dans le château au mur en queue d'aronde, le fameux détail, une référence au refuge cathare ou gibelin en Italie du Nord. Le livre pourrait être le dernier testament d'une communauté de parfaits cathares, encodant leurs rituels pour qu'ils ne soient pas profanés par Rome. Les bains purificateurs, l'absence de croix, la lumière des étoiles, tout cela résonne avec une spiritualité gnostique qui cherche la libération de l'âme hors de la matière. Si c'est le cas, le livre n'est pas codé pour être lu par nous. Il est codé pour sauver des âmes. Allons encore plus loin dans l'étrange. Et si la langue n'était pas codée du tout? Et si c'était une langue naturelle, parlée, mais qui n'a jamais été écrite auparavant? Imaginez un voyageur, disons un Allemand ou un Italien, qui se retrouve perdu en Asie centrale ou dans le Caucase. Il rencontre un peuple isolé parlant un dialecte unique, peut-être une branche éteinte des langues sino-tibétaines ou austro-asiatiques. Il décide d'écrire leur savoir, mais cette langue n'a pas d'alphabet. Alors, il invente un système phonétique. Il utilise des lettres latines déformées, ajoute des symboles pour les sons étranges qu'il entend. Ce que nous lisons serait une transcription phonétique maladroite d'une langue disparue. C'est pour cela que l'IA pense à l'hébreu ou à l'arabe, parce qu'elle détecte des structures de langue sémitique ou orientale, mais mal transcrites. Si cette langue est aujourd'hui morte, et que le seul dictionnaire est ce livre lui-même, nous sommes dans une impasse logique totale. C'est comme essayer d'apprendre le français en n'ayant qu'un seul livre de poésie, écrit en phonétique par un Chinois du XVe siècle. Sans pierre de Rosette, sans point de comparaison, le sens est perdu à jamais. Mais il reste une dernière zone d'ombre à explorer, la plus intime, la psychologie de l'auteur. Nous avons tous supposé que l'auteur était saint d'esprit. Et s'il ne l'était pas? L'art brut nous a montré que la folie peut être créatrice de monde. Au XXe siècle, Adolf Wölffli, interné en asile psychiatrique, a produit des milliers de pages de textes indéchiffrables, de partitions musicales impossibles et de dessins géométriques complexes. Il a créé sa propre autobiographie imaginaire, son propre univers. Le manuscrit de Voynich ressemble terriblement à de l'art brut. Cette aurore vacui, la peur du vide, cette manie de remplir chaque centimètre de la page avec du texte et des images, cette répétition obsessionnelle, ce sont des symptômes cliniques. La graphomanie est un trouble qui pousse à écrire compulsivement. La glossolalie est la fabrication de langues imaginaires. L'auteur du Voynich pourrait être un moine schizophrène, isolé dans sa cellule, coupé du monde réel,
qui a passé 20 ou 30 ans à construire un rempart de papier contre ses démons. Dans ce scénario, les plantes sont ses hallucinations. La langue est son ami imaginaire. Cela expliquerait pourquoi le texte est si fluide. Il ne cryptait pas. Il écrivait sa vérité. Pour lui, cela voulait dire quelque chose. Le sens existait dans sa tête, mais il est mort avec lui. Nous serions alors devant le journal intime le plus solitaire de l'histoire humaine. Un cri lancé dans le vide par un esprit brisé, que nous essayons d'analyser avec des super-ordinateurs. Quelle ironie tragique. Nous cherchons des secrets d'État ou des formules alchimiques, alors qu'il n'y a peut-être que la souffrance d'un homme. Pourtant, cette théorie pathologique bute sur un détail, la rigueur scientifique des diagrammes astronomiques. Même fous, les gens dessinent rarement des cartes stellaires complexes avec des calculs angulaires précis. Même s'ils sont faux par rapport à la réalité, ils ont une cohérence interne. Il y a une volonté d'organiser le savoir, pas seulement de délirer. Alors, qui a raison ? Le partisan du complot alien ? L'historien des sciences ? Le psychiatre ? Peut-être que la réponse se trouve physiquement dans le livre, mais pas là où on regarde. En 2021, une nouvelle analyse a suggéré que le manuscrit pourrait être un livre à combinaison. Les pages ne seraient pas destinées à être lues l'une après l'autre. Elles seraient conçues pour être pliées, superposées ou enroulées pour former des cylindres. C'était une mode à la Renaissance, la stéganographie physique. Vous écrivez un message sur une bande de parchemin. Quand elle est déroulée, c'est illisible. Mais si vous l'enroulez autour d'un bâton d'un diamètre précis, la citale, les lettres s'alignent et le message apparaît. Les dessins bizarres de tubes et de racines pourraient être des repères de pliage. Plier la racine A sur le tube B. Si nous trouvions le bon pliage, peut-être que les mots s'aligneraient pour former des phrases latines parfaitement claires. Nous touchons ici à la fin de notre inventaire des possibles, mais pas à la fin du mystère. Le manuscrit de Voynich est un miroir. Les linguistes y voient une langue, les botanistes y voient des plantes, les fous y voient des extraterrestres. Il nous renvoie notre propre désir de comprendre, notre incapacité à accepter l'inconnu. Il reste une dernière dimension à aborder, la dimension virale. Pourquoi ce livre nous fascine-t-il autant aujourd'hui ? Parce qu'il est l'anti-Google. Dans un monde où tout est su, tout est fiché, tout est traduit instantanément par votre téléphone, le Voynich est le dernier bastion de l'ignorance. Il est la preuve qu'il reste de la magie, ou au moins du mystère, dans ce monde désenchanté. C'est le saint Graal des hackers, le défi ultime. Imaginez le jeune étudiant, ce soir, dans sa chambre, qui télécharge les scans haute définition mis en ligne. Il zoome. Il remarque un détail que personne n'a vu. Une minuscule lettre cachée. Un motif dans les étoiles. Peut-être que la solution ne viendra pas d'un professeur émérite à Harvard. Peut-être qu'elle viendra d'un internaute anonyme, d'un regard neuf, non pollué par des décennies de théories académiques. Le manuscrit est là, disponible pour tous. Il vous attend. Il vous met au défi. Lis-moi si tu peux. Mais attention, ceux qui s'y frottent s'y piquent. C'est un vortex. On commence par regarder une page et on se réveille 10 ans plus tard, obsédé, ayant perdu le fil de la réalité, persuadé d'avoir trouvé la clé que personne d'autre ne voit. C'est la malédiction douce du Voynich. Il ne tue pas les corps, il capture les esprits. Alors, est-ce un canular, un livre de sorcière, un manuel d'alchimie, un journal de fous, ou la preuve d'une histoire oubliée ? La vérité est peut-être un mélange de tout cela, ou rien de tout cela. Tant qu'il n'est pas déchiffré, le manuscrit de Voynich est tous les livres. C'est le livre de Schrödinger. Il contient tous les secrets de l'univers et aucun. En refermant virtuellement cette couverture de vélin usé, on ne peut s'empêcher d'avoir un frisson. Quelqu'un, il y a 600 ans, a pris sa plume, a trempé l'encre et a construit ce labyrinthe. Il savait peut-être que nous serions là, 6 siècles plus tard, à errer dans ces couloirs. Peut-être qu'il rit de là où il est, ou peut-être qu'il pleure, désespéré que son message d'alerte,
son message vital pour l'humanité soit resté lettre morte, simplement parce qu'il a voulu trop bien le protéger. Le MS-408 est retourné dans le noir de son coffre-fort. Mais dans votre esprit, les plantes impossibles continuent de pousser et les étranges syllabes résonnent. Cocédie, cocédidal. L'énigme reste intacte, et c'est sans doute mieux ainsi, car un mystère résolu est un mystère mort. Et le Voynich, lui, est plus vivant que jamais.